La Colombie vient d'entrer dans un cycle électoral. C'était d'abord les législatives dimanche 11 mars, puis suivi d'une présidentielle le 27 mai et le 17 juin prochain. C'est le premier cycle électoral depuis la signature en novembre 2016 de l'accord de paix entre Bogota et la guérilla des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Un accord qui a mis fin, ou plutôt devait mettre fin à 54 ans de conflit. Et là, les suites à donner à cet accord, dont l'application quand même est longue et fastidieuse, seront assurément déterminées par les résultats électoraux, du moins pour l'instant ceux des législatives, sur lesquels on revient à l'instant avec nos invités. Catherine Legrand en studio, professeure au département d'histoire de l'Université McGill. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et par Skype à Ottawa, Diego Osorio, spécialiste en affaires humanitaires et chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Bonjour, Diego. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous virtuellement. Première question pour vous, Catherine. Là, les résultats nous indiquent que sans avoir obtenu la majorité absolue au Congrès, reste que la droite a eu une majorité lors des élections législatives qui avaient lieu hier, je le spécifie pour nos spectateurs. La droite est très opposée à l'accord de paix. Donc, première question, pourquoi cette opposition-là? Bon, le leader du droite en Colombie, c'est Álvaro Uribe Vélez. L'ancien président. Oui, qui était président de 2002 à 2010. Et lui, il est très, très contre l'accord de paix. Quand il était président, il disait, bon, on doit vaincre les FARC militairement et pas des négociations de paix. Mais lui aussi, dans un certain sens, il est responsable des négociations de paix parce qu'il est allé à l'offensive avec l'armée et vraiment, ils ont fait beaucoup plus faible les FARC et les FARC sont venus négocier après. Donc, il y a des gens qui disent pourquoi ils n'appuient pas cet accord de paix. Mais non. Mais la personne qui est à la chef, bon, qui est le plus important maintenant dans le droit, qui va être probablement le candidat à la présidence, c'est Iván Duque. Et lui, il est un peu plus modéré, je pense, que Uribe quant à l'accord de paix. Donc, il dit qu'il ne veut pas que les FARC puissent participer dans la politique comme parti politique avant que les gens qui ont commis des violations de droits humains terribles soient jugés. Mais hors de ça, il dit oui, on a besoin de la paix, et donc il n'est pas tout à fait contre. OK, c'est des nuances, des nuances importantes. On reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur l'état de l'application de cet accord de paix-là, qui est très dur à mettre en application après 54 ans de conflit, je le rappelle. Diego, là, la gauche, elle, sera minoritaire, mais quand même pas une force négligeable en Colombie. Quelle est sa position à la gauche sur l'accord de paix? Mais disons que je dirais plutôt, il y a une gauche modérée, il y a une gauche extrême. Une chose qui est marquante dans la situation colombienne, c'est la polarisation de l'opinion publique. Il y a vraiment deux extrêmes, pour et contre. Et dans la gauche modérée, on tient même les forces de l'ancien négociateur en chef, M. Humberto de la Calle Lombana. Il y a aussi des figures politiques régionales comme comme M. Sergio Fajardo, qui sera aussi un candidat présidentiel. Donc, quelle est la position? La position est claire. Ils cherchent toujours, et c'est peut-être le facteur agglutinant dans tous ces secteurs, gauche, centre-gauche, gauche extrême, c'est qu'ils veulent quand même garder les paramètres clés de l'accord de paix. Là, les résultats des législatives nous mettent dans une situation dans laquelle c'est vrai qu'il va y avoir une opposition, c'est vrai que les partis de droite ont gagné, mais en ayant la majorité, la possibilité d'une assemblée constitutionnelle et la possibilité d'une redéfinition de tout ce qui a été négocié dans l'accord est possible. Donc, on est dans une situation complexe parce que une chose que la plupart de la population colombienne ne semble pas avoir compris jusqu'à date, c'est que c'était un accord négocié. Ce n'était pas une défaite politique ni une défaite militaire. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient et de compromis qui ont été faits au nom de cette démobilisation. Et je crois que si on est dans une situation dans laquelle on peut arriver à avoir un président de droite comme M. Duque,
ou peut-être M. Vargas Lleras, et peut-être une majorité simple au niveau des secteurs législatifs, mais tout l'accord de paix peut tomber à l'eau. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, mais sinon, vous avez parlé de nuances par rapport à ça. Quelles sont, bon, on ne va pas se lancer dans les prédictions pures et simples, là, regarder dans la boule de cristal, mais parlons des scénarios et des probabilités. Les nuances, qu'est-ce qui pourrait arriver avec l'accord de paix qui a 6 points, hein, qui est très lourd et dont la majorité encore n'a pas été encore appliquée? Est-ce qu'on pourrait assister à une renégociation, redéfinition de l'accord comme le suggère Diego, Mme Legrand? Oui, ça se peut. Ce qui s'est passé en novembre de cette année, décembre, il n'y a plus de congrès parce que c'est les vacances d'été. Mais tous les points de l'accord de paix doivent être faits loi. Et donc, ça veut dire que même si le gouvernement et les FARC ont signé l'accord de paix, on ne peut pas le faire mettre en application. Ouais. Sauf si ça passe par le Congrès. Et ce qui s'est passé en novembre, c'est que beaucoup des sénateurs et il y a aussi la Cámara de Representantes, et ils ne sont pas venus pour voter. Donc, il y avait beaucoup de parties de l'accord de paix qui devaient être approuvés, mais qu'il n'y avait pas assez de gens dans le Congrès, un quorum, pour l'approuver. Et donc, c'était une manière de dire « Ah non, je pense que les votants ne veulent pas. » Donc, on n'a pas voté contre, c'est tout simplement en suspens. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et ça peut continuer. Ça peut continuer comme ça. Mais il faut rappeler aussi, d'abord, cet accord de paix-là n'avait pas passé dans un référendum. Il a fallu que le président le soumette au Congrès pour puisse le passer in extremis. Donc, ça montre que l'accord n'a toujours pas un appui très fort dans la population, d'où peut-être le vote pour la droite. Et on note aussi, les FARC qui sont devenus un parti civil, hein, ils ont gardé le même acronyme, mais c'est maintenant la Force alternative et révolutionnaire commune, n'a même pas eu 1% des voix lors de cette élection législative. Diego, quelle est la réputation ou la force politique, de toute évidence très faible, mais quel poids a la FARC aujourd'hui dans la population? Disons qu'au niveau de l'appui populaire, c'est très minime. Même dans la région de base d'une grande majorité des anciennes forces militaires révolutionnaires, dans la région du Caqueta, ils n'ont pas réussi à faire élire des représentants. Il y a eu 52 000 votes et ils s'attendaient à avoir 150 000. Donc, c'est vraiment une erreur de calcul énorme. Il faut aussi dire que c'est une institution qui a eu un peu de difficulté à s'adapter aux nouvelles conditions du monde. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ça a pris tellement longtemps d'arriver à un point de négociation. Et c'est peu à peu qu'ils ont réussi à construire une vision non militaire de comment participer dans l'enjeu électoral. Mais ils ont quand même le droit d'avoir 10 places dans la Cámara de Representantes, et ça, parce que ça fait partie de l'accord. Mais sans ça, ils n'auraient eu aucun représentant dans les nouvelles élections. Et ça, c'est très important à le dire parce que, disons que les FARC sont allés chercher une opinion législative internationale pour dire que l'accord était un accord international et qu'il y avait un poids de loi et qu'on ne pouvait pas les finir comme ça seulement avec un vote législatif. Et on attend encore la réponse parce qu'ils ont peur d'avoir signé, accepté, démobilisé et de se trouver dans la rue et avec des poursuites judiciaires en plus. D'ailleurs, et vous me glissiez ça avant l'émission, Mme Legrand, vous disiez que les FARC ont quand même obtempéré et ont suivi pour l'essentiel l'accord en cessant les violences, entre autres, donc ont été assez obéissants. Mais pendant ce cycle électoral-là, il y a eu des violences et les FARC ont été victimes de violences, au point où, c'est différentes raisons à ça, mais le leader de la FARC ne se présentera pas à la présidentielle. La FARC ne présentera aucun candidat à la présidentielle. Donc, ça montre effectivement que ce groupe-là n'est pas du tout populaire et n'a finalement peut-être plus de moyens de faire valoir ses points de vue dans la population. Oui, ça c'est vrai. Et donc les FARC, depuis qu'ils ont accepté l'accord, ils ont été vraiment très responsables. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et c'était en août de l'année passée
qu'ils ont fini de donner toutes ces armes. Donc, ils ne sont plus armés. Et ils sont restés dans les 26 endroits où ils devaient se concentrer et tout ça. Donc, ils ont été très loyaux, ils ont été très bien. Mais vraiment, il y a beaucoup de rage contre eux. Mais dans cette campagne... Il y a un sentiment de vengeance un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, pendant cette campagne électorale, ce n'est pas seulement les FARC qui ont reçu des points, mais aussi, dans certaines parties du pays, le candidat de droite et aussi le candidat de gauche. Et donc, tout le monde dit « Wow, les passions sont très fortes, le pays est très polarisé. On ne voit pas ça généralement quand les gens vont faire campagne dans le pays. Non. Donc, la violence est toujours un problème endémique oui. en Colombie. Bon, ça, c'est pas la violence telle comme telle, mais c'est pas accepté. Mais il y a aussi de violence, ce qui suit. Les FARC étaient, au moment de la signature de l'accord de paix, ils étaient dans 250 municipios, qui sont les endroits ruraux du pays. Et ils se sont allés de ces endroits pour se concentrer dans 26 endroits du pays. Donc, dans ces endroits-là, le gouvernement devait arriver à assurer la sécurité des gens, etc. Mais le gouvernement n'est pas vraiment arrivé. Ça, c'est très difficile. Et donc, ils sont venus d'autres groupes armés dans ces endroits. Oui. Et c'est le ELN, qui est l'armée de libération nationale, l'autre groupe guerriero. C'est le dernier, je crois, qui est encore officiellement armé. Il a à peu près 1500 jusqu'à 2000 personnes en armes. Mais il y a aussi des néo-paramilitaires. Ah oui. Et les néo-paramilitaires sont des gens qui font la négociation, qui font le business de la drogue. Oui. Et en Colombie, maintenant, la plantation culture de coca est plus grande maintenant qu'avant. Ah ça, oui. c'est oui. Et donc, le problème de la guerre des drogues, ça continue très fort. Il nous reste à peine une minute, mais vous avez touché un point et je voudrais lancer la question à Diego en conclusion. Vous avez parlé de l'ELN. L'ELN, l'Armée de libération nationale, qui est le dernier groupe armé. Il y a des négociations entre le gouvernement et eux en ce moment. Diego, est-ce que effectivement la situation actuellement est propice à régler ça ou au contraire, ça compromet beaucoup les négociations avec cet autre groupe armé? En fait, la situation n'est pas propice parce que la nature même des LN est différente des FARC. Disons qu'on avait la chance avec les FARC d'avoir un fil conducteur idéologique assez important, une chaîne de commandement militaire qui fonctionnait. Chez les LN, on parle à quelqu'un et ça, on n'a pas la certitude de parler à tout le monde. Et ils sont fractionnés, ils dépendent beaucoup de l'appui des activités d'extorsion dans la frontière. Donc, disons que la possibilité de négocier avec une partie des LN en Équateur n'est pas une garantie d'une démobilisation totale sur le territoire national. Et ça, quand je parle du fil conducteur idéologique, c'est la chose qui, il me semble, ça n'a pas été compris par la population colombienne. C'est qu'on a eu la chance de pouvoir négocier un traité de paix qui rend personne contente ou satisfaite, mais c'est un traité de paix avec une structure de commandement militaire. Là, si on regarde l'expérience de l'Amérique centrale, une fois qu'on perd ça, qu'on n'arrive pas à respecter les termes d'un traité de paix, cette violence et ces acteurs deviennent pas des acteurs violents du point de vue militaire, mais du point de vue criminel. Et là, il n'y a pas de moyen de négociation. Et cet fractionnement, cet empirement de la situation au niveau de la sécurité, ça a été une chose marquante de tous les traités de paix de l'Amérique centrale et c'est un risque réel pour la situation en Colombie. Ça, c'est très important. Merci, c'est éclairant. Catherine Legrand, Diego Osorio, merci beaucoup de nous avoir éclairés là-dessus. Et je rappelle que la présidentielle, c'est le 27 mai et deuxième tour, j'imagine, le 17 juin prochain. Merci. Merci. Merci à vous.